Salut YouTube, on est allé poser des questions au fameux député fiché S, Raphaël Arnaud. Il nous a reçus dans son bureau à l'Assemblée et on a pu aborder des sujets multiples en se centrant sur l'antifascisme comme fil conducteur. Je vous laisse avec l'entrevue qui dure un peu moins d'1 heure. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter vos avis et bienvenue sur Sans Transition. Bisous mes vies. Avant d'être député, tu étais déjà dans la lutte. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours militant et ce qui t'a amené jusqu'à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Ouais, c'est une très bonne question et c'est ce que je réponds régulièrement, c'est que c'est une continuité entre le début. Là, ça a commencé. Hein. Ouais. Ça commence. Oui, ça a commencé. Ok, je crois que c'était une autre question. Ok, parfait. Je crois que tu commençais la question comme ça et après on allait commencer, mais il n'y a pas de souci. Et du coup, on les coupera. Ok. C'est juste ta réponse. Ça marche. Mais du coup, oui, il y a effectivement une continuité entre le parcours militant et jusqu'ici à député. C'est une poursuite de tout ça. Alors forcément avec des changements de façon stratégique d'opérer, etc., etc. Mais il y a la même continuité antifasciste, ni plus ni moins. On a commencé dans un premier temps dans la rue, à lutter contre les violences de l'extrême droite les plus fortes, entre guillemets, à réussir à obtenir la fermeture de locaux fascistes, notamment à Lyon. Il y en a vu beaucoup. Faire reculer l'extrême droite par tous les moyens nécessaires. On avait un peu cette idée-là. Ça a commencé dans la rue. Petit à petit, on a fait plein de choses, tout un tas d'événements, en travaillant avec des organisations, etc. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Et on s'est toujours dit qu'on s'autorisait tout, quitte à envoyer des antifascistes à l'Assemblée, même si ce n'était pas de base quelque chose qui nous paraissait naturel il y a quelques années, etc. Mais qu'il est devenu très rapidement parce que tout simplement l'extrême droite a investi ces institutions comme jusqu'ici jamais elle l'avait fait, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y avait vraiment cette idée-là de dire ils y vont, nous aussi quoi. On va pas regarder comme ça en espérant que aussi parce qu'on a un travail d'influencer d'autres députés, d'autres organisations de gauche, même si on est bien conscient que c'est très limité. Hein. C'est pas la stratégie de l'entrisme, etc. C'est juste de dire on a une expérience et à celles et ceux qui veulent bien écouter cette expérience et cette analyse aussi de l'extrême droite et cette combativité, tant mieux. Et de travailler ensemble main dans la main. Mais là, ici, j'ai découvert plein de députés incroyables qui sont évidemment très engagés sur la question de l'extrême droite de base, mais qui là, avec les années, ont vraiment pris conscience de cette lutte-là. À un moment, on était un peu seul peut-être il y a quelques années encore. Et là, ça y est, malheureusement, j'ai envie de dire, tout le monde a pris conscience un peu de l'urgence qu'il y avait à la lutte antifasciste. Merci pour la réponse. Ouais, merci pour la réponse. Donc de la rue à l'hémicycle, tu n'as pas changé de camp, tu as été le porte-parole de la Jeune Garde qui vient d'être dissoute par le gouvernement. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir actuel à l'antifascisme? Du rapport au pouvoir actuel à l'antifascisme, pardon. On a un sacré problème. On a un sacré problème en tant qu'antifasciste pour le pouvoir actuel, parce qu'on observe bien cette dérive, alors qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On peut remonter à plusieurs années, mais là, en tout cas, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, à chaque fois, ça s'accélère de plus en plus. Cette dérive autoritaire et raciste qui pourrait conduire à une société fasciste. Il y en a qui le font très consciemment. Je pense qu'un Bruno Retailleau, il est très conscient de ce qu'il est en train de faire, parce que historiquement, il a été formé à l'extrême droite. Il s'était rangé un peu dans une droite plus traditionnelle par opportunisme politique, mais lorsqu'il voit que les verrous sautent, il plonge les deux pieds dedans et on voit qu'il reprend toute sa formation politique historique, j'ai envie de dire. Et voilà, lorsque, à peine arrivé au pouvoir, au ministère de l'Intérieur, il dit l'état de droit est un problème, peut être un problème, et en gros l'état de droit n'est pas forcément quelque chose ad vitam aeternam, en gros. On se dit que ça y est, quoi. Ces gens-là, eux, ils ont la tête sur les épaules, c'est sûr, ils ont un projet politique, ils savent où ils vont. Et évidemment que nous, en tant qu'antifascistes, on a un problème. Par contre, on me pose souvent la question, est-ce que vous avez été surpris avec la Jeune Garde de la dissolution de notre organisation? J'aimerais bien répondre oui, mais non, on ne peut pas répondre oui. C'est pas une surprise étant donné que on a fait du mal à l'extrême droite, on a fait du mal aux fascistes, à tous les étages. D'une part pour les milices les plus violentes qui ont tenté de s'en prendre à nous, parce que c'est ça aussi le but des antifascistes, c'est que plutôt que d'attaquer des gens qui n'ont rien demandé, c'est qu'on agite un peu le drapeau rouge en mode on est par là, comme un peu un taureau. Et voilà quoi, pour qu'ils passent leur temps à plutôt exercer toute leur violence et leur énergie sur nous plutôt que sur des gens qui juste ont rien demandé quoi. Bref, il y a un peu cette idée-là. Et donc, on a fait nos preuves là, on a fait nos preuves en fermant des locaux fascistes, on a fait nos preuves en détruisant des organisations d'extrême droite, le Bastion Social, les Générations Identitaires, bon bref. Quand je dis nous, c'est pas que la Jeune Garde, c'est un tas d'associations, partis, syndicats avec lesquels on a travaillé, mais évidemment qu'on avait une force motrice
parce qu'on était des jeunes, on avait faim. Et c'est la particularité des antifascistes. On a toujours dit tout le monde peut être antifasciste, mais forcément, nous, on a une capacité à mettre d'autant plus d'énergie qu'on fait que ça, presque, j'ai envie de dire, endiguer l'extrême droite et ses avancées idéologiques militantes, etc. Bref, donc on a ce bilan, et récemment, on a Ravi, en plus de ça, une circonscription RN. Donc là, ils se sont dit, je pense qu'ils ont regardé le bilan, ils se sont dit, ça fait un peu trop là, ça fait un peu beaucoup à tous les étages, on va un peu ralentir le machin, là, parce que, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on allait renverser là, la situation dans le pays. On est bien d'accord, on est très lucide sur le fait que la Jeune Garde, c'est une petite organisation, qu'on ait un caillou dans la chaussure de l'extrême droite par rapport à tout ce qu'il y aurait à faire, etc. Mais on a quand même un bilan, on a quand même une expérience, et de ce fait, oui, on est une partie du problème pour l'extrême droite actuellement, c'est sûr. Ouais, vous saviez que vous dérangiez, Oui. Parce que justement, Anas Kadib me disait, est-ce que la Jeune Garde, après la dissolution du CCIF, pensait une seule seconde qu'ils allaient être les prochains? Et non, en fait. Mais en fait, si, parce que c'est une organisation. Si, ouais. Oui, on s'en doutait, en réalité. Même dès qu'on a monté le projet, on s'est dit, parce que, bon, au moment où on a monté le projet, en 2018, on savait déjà dans quelle période on était. On savait que les pouvoirs publics, les dirigeants politiques fermaient les yeux, par exemple, sur le fait qu'il y ait des locaux néo-nazis dans la ville. Ils fermaient les yeux sur les violences qu'il y avait pu avoir au couteau. Ils fermaient les yeux sur les tentatives d'attentats terroristes, voire même des attentats qui avaient fonctionné. Donc on savait dans quel climat on était. Donc on se doutait bien que les antifascistes, au mieux, on était mis dos à dos avec l'extrême droite. C'est une horreur, historique, politique, tout ce qu'on veut, etc. Au mieux, et au pire même, l'extrême droite enfermait les yeux et on tapait systématiquement sur les antifascistes, ou ce qu'on pourrait appeler l'extrême gauche, de façon générale. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on évoluait dans ce truc-là, donc on n'avait pas de doute sur ça. On a vécu la dissolution du CCIF de façon trop passive, je pense, dans notre camp, y compris la Jeune Garde. On a fait notre propre, je ne sais pas si on peut parler d'autocritique, mais aussi on pourrait utiliser ce terme, de se dire, on avait dénoncé quand même la dissolution du CCIF, mais de façon trop timide, je pense, à l'époque, de façon trop passive, parce que déjà on était, je pense, en retard, et là je considère l'ensemble de notre camp, sur la question de l'islamophobie, au vu de l'avancée qu'il y avait en cours, et d'autre part, sur la question du tournant aussi autoritaire de l'État, parce que les deux sont combinés, à la fois racisme, autoritarisme. Je pense qu'on a été trop timide à l'époque, ça a été une erreur de l'ensemble de notre camp, y compris de la Jeune Garde. Voilà. Mais on se doutait dès le départ que oui, ça allait nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Mais on va se battre contre cette dissolution. On espère gagner. On espère gagner. C'est bien, t'as répondu à la question suivante, qui était sur Retailleau et la façon qu'il a de criminaliser l'antifascisme et pourquoi ça le dérange à ce point. Donc t'as quand même un peu répondu. Mais du coup, je vais enchaîner. T'es aussi un des visages du coup, de Génération EDR, qui combat l'islamophobie. C'est quoi les objectifs de cette campagne et comment on organise concrètement la riposte à l'islamophobie aujourd'hui en France? La campagne Génération EDR, c'est Espoir, Dignité, Résistance. Ça se veut dans la continuité de toute la lutte antiraciste qu'il y a pu avoir, etc. Juste en ramenant un côté un peu de jeunesse, parce qu'on a des vieilles figures de l'antiracisme. On a fait quelque chose avec Amal, Kader, là, qu'on a croisé tout à l'heure, etc. Quand je dis vieilles figures, on a l'impression qu'ils sont très vieux, alors que pas du tout. Ils sont encore jeunes par rapport au reste de la société, mais pour nous, ils sont un peu plus anciens, on va dire ça comme ça. Et même moi, en fait, dans Génération DR, je suis peut-être le plus vieux, je crois. En fait, c'est blindé de jeunes. On a des syndicalistes lycéens, on a des jeunes de Red Jeunes, justement, comme Yacine, je ne sais plus quel âge il a, je crois qu'il a 23, un truc comme ça. Zinedine, qui est porte-parole aussi de la Jeune Garde, 19 ans, enfin... On a vraiment, moi je suis un des plus vieux, donc ça ramène aussi une certaine patte. Et on a essayé de croiser différentes expériences militantes, à la fois de la Jeune Garde, à la fois de camarades, encore une fois comme Red Jeunes, comme des syndicalistes et comme des gens qui n'avaient jamais milité de leur vie, juste qui voulaient être engagés sur cette question de l'islamophobie et antiracisme de façon générale. Et on essaye comme ça de croiser différentes expériences. Pour l'instant, alors à la fois on a commencé la campagne, et à la fois on a une sorte d'état encore un peu embryonnaire, parce qu'à la fin de chaque expérience, que ce soit conférence, interpellation d'élus, communication sur les réseaux, à chaque fois on se fait un débrief et on essaie de voir comment réadapter, comment tout ça. Donc c'est une campagne qui est au début, j'ai envie de dire, vraiment au tout début on essaie de réadapter et on ne savait pas exactement d'ailleurs où on allait. Nous on a un peu ce truc de, c'est ce qui m'a énormément plu avec la Jeune Garde dès le départ, et c'est avec les autres camarades qui sont dans l'EDR, on a vraiment ce truc de on fait. Enfin, évidemment, on n'est pas débile, on a une expérience politique, on a des références, etc. Mais on est vraiment dans ce truc de c'est l'expérience politique aussi qui nous fait grandir. Et donc on commence l'expérience politique
et on la réadapte systématiquement au fil du temps. Il y a vraiment cette idée-là dans Génération EDR. Et l'idée, c'était que sur tout le territoire, tout le monde puisse se la réapproprier. Donc il n'y a pas un groupe qui, c'est ni la Jeune Garde, ni Red Jeune, ni je ne sais qui détient EDR. Le but, c'est que vraiment on mette à disposition, on a un site d'ailleurs, on mette à disposition des affiches, des autocollants, que sais-je, et que des groupes à travers toute la ville puissent se revendiquer de la campagne de Génération EDR, si évidemment ils rentrent en considération avec l'idée de lutte contre l'islamophobie, ça va de soi. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Donc on est un état embryonnaire pour l'instant, mais on a quand même fait plusieurs événements. Là à Lyon, dimanche dernier, on était encore à une salve de conférences, je crois qu'on en avait 4 ou 5. Dans la même après-midi, ça a commencé à 13h, ça a fini à 20h. Ouais, c'était hyper intéressant. On a lié plein de questions internationales, coloniales, sur l'islamophobie spécifiquement d'un point de vue historique, quelle est la réponse, la jeunesse, les médias, enfin vraiment on a tout un panel, c'était hyper intéressant. On aimerait d'ailleurs faire ce type d'expérience à travers tout le territoire. On va voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Mais voilà, on avance. Et comment on sensibilise la société au global, sachant qu'on voit qu'il y a encore des gens sur les plateaux ou dans la politique qui ont du mal même à parler d'islamophobie, tout simplement? Bah, je pense que typiquement à travers ce genre de campagne, en vrai, bon, de toute façon, des attaques islamophobes, il y en a tellement de partout, ça se matérialise très concrètement dans nos vies parce qu'il y avait dans un premier temps tous les discours, ensuite il y a eu des politiques d'État, et ensuite il y a eu des réceptions à travers la société. On voit bien maintenant des voisins racistes en sont à prendre leur arme à feu pour tirer sur des voisins parce que origine ou religion supposée. Donc on voit bien que ça y est, il y a une concrétisation, j'ai envie de dire malheureusement dès à présent de l'islamophobie sur les vies des personnes qui subissent ce racisme. Et donc peut-être que tout ça va faire que ce genre de campagne va permettre de sensibiliser sur ce qui est en train de se passer et du coup mettre la pression jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il y a un peu aussi cette idée-là, même si on n'est pas dupe sur le fait que ces gens-là, encore une fois, comme Bruno Retailleau, ont un agenda très clair et qui feront tout pour endiguer. Mais le but, c'est aussi de les coincer avec un rapport de force, c'est la politique. Comme sur toutes les questions, comme sur la question sociale, comme sur la question écologique. Plus il va y avoir de monde pour porter cette question, plus il y aura de gens combatifs pour ramener cette question-là sur la table, plus même les plus racistes d'entre eux, de ces dirigeants politiques, les plus islamophobes d'entre eux, plus ils seront contraints de faire avec ce rapport de force. Donc voilà ce qu'on essaye de faire peser. On a vu d'ailleurs lors du dernier meurtre, enfin attentat même, à la mosquée de la Grand Combe, dans le Gard, pour Aboubacar Cissé, on a vu tout un tas d'éditorialistes, même François Bayrou utiliser le terme islamophobie. Alors c'est dans une séquence très précise. Peut-être que 2 semaines après, ils sont capables de te répéter qu'il n'y a pas vraiment d'islamophobie en France. Bon, bref. Mais en tout cas, il s'est passé ça. Et c'est pas parce que. Enfin, faut surtout pas se dire que c'est parce qu'il y a eu l'attentat. C'est parce qu'il y a eu des luttes antiracistes ces dernières années, parce qu'il y a eu la marche en 2019, parce qu'il y a eu. Bon, c'est pas EDR qui a pesé à ce moment-là sur ça, mais on s'entend différentes campagnes sur ce sujet-là qui font que quand il arrive ce genre d'acte, bah, en fait, c'est tellement concret, c'est tellement logique que même ces gens-là se mettent à réutiliser ces mots. Voilà, donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'on avance, malheureusement, ça peut paraître ridicule par rapport à toute l'offensive islamophobe, mais petit à petit, je pense qu'on avance des pions et tant mieux. Et surtout à gauche, on part de très loin. Merci beaucoup. Donc, lourde question. Tes fichiers S, et t'en parles ouvertement. À ce qui paraît. Comment tu vis ce fichage? Et plus largement, qu'est-ce que ça dit du traitement réservé aux militants politiques dans ce pays? J'ai appris cette histoire de la fiche S durant les élections législatives. Enfin, vraiment, pour le coup, c'était pas une stratégie pour faire genre je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est que vraiment, je ne savais pas. Tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas censé le savoir. Le but de la fiche S, d'un point de vue des renseignements, c'est juste de ficher des personnes, de les référencer, et surtout pas d'ailleurs qu'ils soient au courant. Il y a vraiment cette volonté de la part des renseignements que surtout pas la personne soit au courant. Je sais pas si je le suis encore du coup. Enfin vraiment, j'ai aucun moyen de le savoir parce que vous vous doutez qu'il n'y a pas beaucoup de policiers qui viennent me voir pour m'indiquer si oui ou non je serai fiché, contrairement à un autre camp politique, même si ça pourra arriver, hein, que sais-je. En tout cas, ça n'a pas été le cas. Et donc j'ai appris ça durant les élections législatives, voilà, c'est par les médias d'extrême droite, donc relayé a priori par des policiers. Alors ça, c'est un coup c'était une fake news, mais bon, je me doute que s'il y a eu autant de reprises, c'est possible que je le sois, d'autant plus qu'on a vu tout un tas d'acteurs syndicaux, des écologistes, des supporters de foot, enfin vraiment on a vu tout un tas de secteurs qui étaient touchés par ces fichages de renseignements. Bon, que des militants politiques soient fichés depuis... Bon, en fait ça a toujours existé. Il n'y a pas un régime politique, même sous les démocraties
libérales, etc. Il y a toujours eu du fichage policier. À partir du moment où on a une activité politique qui vient remettre en question certaines pratiques du pouvoir, etc., toute activité politique, j'ai envie de dire, on peut être fiché par la police. D'autant plus manifestation, etc. Mais là, le fait que ça soit classé dans la fiche S, c'est sûr que c'est ce truc qui fait que, fiche S, ça sonne terroriste, parce qu'on rappelle que la fiche S, c'est après les attentats du Bataclan, donc en plus avec toute l'émotion que ça peut susciter, etc. Elle a raison. Et là, il y a une instrumentalisation, alors à la fois très politique, parce que forcément, quand on entend fiche S, moi le premier, je disais le truc, ça fait peur, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces huluberlus ? Et d'autre part, c'est une volonté très politique d'autoritarisme, c'est que la fiche S permet au service de renseignement de passer plein d'étapes, on va dire ça comme ça, en termes de liberté publique, individuelle, etc. Parce que l'antiterrorisme, ça a permis ça, sauf que ce n'était pas seulement pour viser les potentiels terroristes, on le voit bien, ça a été aussi utilisé à raison avec cette fiche S pour s'en prendre à des militants. On a vu des militants syndicalistes se faire soulever par l'antiterrorisme chez eux, notamment durant la réforme des retraites, des gilets jaunes aussi. Donc on voit bien toute cette dérive autoritaire qu'il peut y avoir, et c'est grave, c'est inquiétant, d'autant plus que se prémunir de potentiels attentats terroristes, c'est quelque chose qui nous parle en tant qu'antifascistes, parce qu'on a vu une recrudescence du potentiel terroriste chez les suprémacistes blancs, vraiment qui a explosé ces dernières années, avec des attentats notamment islamophobes, mais pas que, aussi antisémites. Et du coup, ça nous fait un peu tilt en se disant, là, faut pas tout mélanger, quoi. Et puis, du coup, ça ne nous permet pas de répondre clairement à toutes ces questions. Et puis, bon, après, voilà, on voit bien toute l'instrumentalisation qu'il y a eu derrière. Je crois qu'il y a eu une élue LR qui parlait de enlever les droits civiques, en fait, de pouvoir être éligible, de pouvoir voter, etc., aux personnes fichées S. Donc, ça me visait directement en plus, hein. Enfin, forcément, j'avais gagné la circonscription contre le RN, donc voilà. Mais on voit bien, vous vous rendez compte, toute l'instrumentalisation qu'il pourrait y avoir derrière, parce qu'une fiche S, il ne faut pas oublier que c'est, si un policier juge qu'il faut une fiche S, il a juste à remplir un truc et a priori, tu es dans le fichage, quoi. Donc bon, si avant une élection, je sais pas, tu te présentes aux élections, à des élections, on se dit, oula, il monte un peu trop, il est embêtant, il dit des trucs qu'on ne veut pas entendre, fiche S avant l'élection, boum, tu peux te présenter, quoi. Enfin, ce serait fou, ça n'a aucun sens, d'autant plus que c'est lié à aucun acte juridique. Qu'on soit condamné, pas condamné. J'ai appris, parce que du coup, moi, je me suis renseigné sur fiche S, vu que j'ai découvert ça, j'avais déjà vu de la documentation un peu sur toutes les dérives qu'il y avait eu autour du fichage S, évidemment, en tant que militant, mais je n'avais pas tant creusé que ça. Et là, du coup, je suis allé creuser, forcément, ça m'intéressait. Il y a un rapport du Sénat. Comme vous savez, le Sénat, c'est quand même pas les plus progressistes de la Terre. Et en termes d'autoritarisme, ça va quand même loin. Même le rapport du Sénat dit la fiche S, c'est chaud. C'est un niveau de flou intersidéral. On peut mettre vraiment tout et n'importe quoi dedans. Les notions sont très floues autour. Et vraiment, encore une fois, n'importe qui peut ficher quelqu'un sans vraiment trop justifier. Donc c'est chaud la fiche S, de ce point de vue-là. On a récemment vu des attaques coordonnées. Le Média Frontières, les cartographies, le collectif Némésis. C'est quoi cette nouvelle stratégie de l'extrême droite 2.0 ? Et comment la gauche peut réagir face à ce genre d'offensive ? Oui, des attaques coordonnées effectivement qui partent effectivement soit des groupuscules d'extrême droite, mais aujourd'hui qui ont leurs médias type Frontières, etc. Et ensuite ça fait effet boule de neige. En gros, c'est ça le classique, hein. Ça part de ces médias les plus timbrés, les plus à l'extrême droite, repris par les sphères bolloréennes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on peut les appeler comme ça. Les CNews, les JDD, les machins, bref, Europe 1. Après, ça fait effet boule de neige pour que ça pèse sur l'ensemble du champ politique et médiatique. En fait, si on avait une stratégie très concrète pour éviter à chaque fois ça, on l'aurait déjà trouvé et ce serait déjà fait. Moi, je pense qu'il faut jamais lâcher, il faut toujours combattre. Après, il y a toujours la question stratégique de est-ce qu'on passe pas plus de temps à essayer de endiguer toutes les dingueries qu'ils peuvent raconter, que ça soit les fake news, parce qu'il y en a à l'appel, etc., plutôt que de se concentrer sur notre propre agenda politique et tenter de le faire. Voilà. Il y a vraiment cette question purement stratégique. Moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'antifascisme sert en ce sens-là. On a toujours vu avec la Jeune Garde l'antifascisme comme une sorte de sacrifice d'une partie de notre camp social et politique, voué à dégommer l'extrême droite, à dégommer toutes leurs conneries, tous les fake news, tout ça, etc. Donc en ça, c'est une sorte de sacrifice pour libérer du temps à d'autres secteurs de notre camp social et politique, encore une fois associatif, peu importe, il peut se matérialiser par plein de formes d'action diverses et variées. Évidemment, pas que dans les institutions.
et pour libérer du temps justement à toutes ces personnes de faire avancer notre agenda qui est à nous, quoi, d'idées de si possible avancer l'idée d'une société plus juste, plus égalitaire, plus progressiste, bref. Il y a vraiment cette idée-là pour nous dans l'antifascisme, et donc on est des personnes qui enfin ça c'est parfait quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire à l'Assemblée, je ne suis pas le seul, hein. Les députés aussi qui passent du temps à regarder ce que fait un peu le RN, à comment un peu éviter toutes leurs conneries, etc. Voilà. Je vois ça un peu comme ça. Juste d'un point de vue stratégique, essayer un peu de se répartir la tâche, les différentes tâches. Mais il faut aussi faire ça, évidemment. Et puis, bon, après, on a tout un tas de médias indépendants. C'est très important, je pense, dans la période, d'avoir des médias juste qui ne sont pas financés par les milliardaires, qui, eux, pour le coup, sont tous en train de dériver. Alors, on a les plus officiels, j'ai envie de dire, Bolloré, Sterrin, etc. Et même les plus classiques des démocraties libérales, type Bernard Arnault, Lagardère, tout un tas de personnes comme ça, qui eux aussi, on voit qu'ils sont dans une lente dérive, qui s'accélère de jour en jour pour le coup, parce que le capitalisme est en crise, mais ça on pourrait faire une longue interview sur ce que c'est le fascisme. Mais en tout cas, voilà, on voit cette lente dérive, donc c'est très important dans la période là de se lier aux médias indépendants, parce que l'indépendance des médias, ça existe de moins en moins. C'était un peu un leurre durant des années, là c'est de plus en plus flagrant, on voit bien d'ailleurs avec la guerre, hein, la propagande de guerre. Rien que là, ces derniers jours sur l'Iran, je veux dire, à aucun moment on pourrait m'imaginer défendre le régime iranien. Évidemment que non. On soutient d'ailleurs tous les camarades qui luttent activement pour lutter contre ce régime iranien, avec des camarades féministes notamment là-bas, bon, bref, peu importe. Mais là, tu vois la propagande de fou, mais tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. Israël, ils sont géniaux, l'Iran, c'est les pires du monde. Et c'est tellement hallucinant, il n'y a aucune nuance, aucune analyse historique, ça fait flipper en vrai. Quand les médias comme ça sont en marche, là on l'avait bien vu après le 7 octobre, hein, pour justifier le génocide en cours de l'État d'Israël, il fallait faire une propagande H24, nous expliquer que chaque enfant palestinien était près du Hamas. Là tu te dis, franchement la propagande de guerre, à chaque fois quand ça se passe au siècle précédent, tu te dis mais comment les gens ils ont pu être aussi naïfs, comment on a pu laisser... Et là quand tu le vois dérouler sous tes yeux, tu fais ah ouais c'est vrai, un vrai rouleau compresseur. Et ils sont en roue libre, ils s'en foutent. Et même sur les médias qu'on dit publics, quoi, France Info, etc. France Info, je crois que c'était la plus grande tarte. Vraiment autour des conflits armés. Et là tu sens ce que c'est qu'un État impérialiste. Et lorsqu'il y a des enjeux de guerre, etc. et ses propres intérêts sont menacés. Là, tu vois vraiment que la démocratie devient très secondaire, la question du droit devient très secondaire. Tout ça, ça peut vite aller à la poubelle et tout le monde en rend de bataille et tout le monde est derrière l'État impérialiste et sinon, merci, au revoir, quoi. Bon, c'est pour ça qu'il faut des gens avec la tête solide qui lâchent pas nos intérêts, tout simplement, quoi, nos vrais intérêts, ceux des peuples du monde. Merci d'être là. Merci, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, on veut nous faire croire que lutter contre le racisme ou toutes les causes que nous on considère comme juste de l'humanité, c'est de l'ultra-gauche. Toi, tu dis souvent que la lutte contre l'extrême droite, ça doit être antiraciste, même d'ailleurs, on peut dire anti-misogyne, avec la convergence des luttes. Pourquoi c'est non négociable aujourd'hui ? Ouais, bon, déjà, le terme d'ultra-gauche, il n'a pas de sens pour moi. Alors, pour le coup, qu'on dise qu'il y a une gauche et une extrême gauche, en fait, toute cette terminologie-là, elle permet de nous repérer un peu dans l'espace politique. Donc, c'est des outils qui peuvent varier selon les contextes. Je sais pas, il y a de nombreuses années encore, mais pendant la Révolution, la droite, c'était les royalistes. Historiquement, les républicains, c'était la gauche. Bon, on voit bien aujourd'hui les gens qui se prénomment républicains. Qu'est-ce qu'ils ont de progressistes et de républicains ? Bon, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà, on sent bien que ces notions, c'est flou. Il faut à chaque fois les réadapter. Donc, l'ultra-gauche, nous, par exemple, la Jeune Garde, on nous classe en tant qu'ultra-gauche. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si ce n'est tenter de nous décrédibiliser peut-être politiquement. En tout cas, pour revenir à la question oui, effectivement, dès qu'on prend des positions en réalité fermes contre le projet politique en cours, autoritaire et raciste, qui pourrait encore une fois débaucher sur une société fasciste, on en voit de plus en plus la couleur, notamment aux États-Unis. Et bah oui, là, ça a éliminé, donc ça a décrédibilisé, donc on utilise ce genre de terminologie, etc. Donc il ne faut surtout pas lâcher. Et par contre, ce qui m'inquiète, effectivement, et c'est pour ça que je le rabâche à chaque conférence, chaque machin, etc., c'est qu'on a une partie de la gauche qui, en plus, généralement, ce n'est pas les plus excités sur les questions sociales, mais qui viendraient nous agiter l'idée que si on fait trop d'antiracisme, trop d'internationalisme, alors
on mettrait un peu de côté la question sociale. Bon, encore une fois, je rappelle que les personnes généralement qui disent ça, c'est les premiers à céder sur les retraites. C'est les premiers à céder lorsqu'on parle de revenus universels pour les jeunes. C'est les premiers à céder lorsqu'on cherche à obtenir de nouveaux droits divers et variés, plus de vacances, j'en sais rien. Bref, des réelles avancées sociales. Donc d'une part, il y a ça. Et d'autre part, c'est juste nier complètement le projet de l'extrême droite. Le projet de l'extrême droite, c'est pas seulement un truc moral où ils sont méchants, où ils sont racistes par méchanceté, etc. C'est vraiment des gens qui y croient. C'est vraiment des gens qui pensent que, sincèrement, alors à l'opposé de ce qu'on peut penser, généralement on trouve que c'est une bêtise crasse, parce que nous on est plutôt avec une idée qu'il faut analyser de la façon la plus rationnelle la société. C'est pour ça qu'on est beaucoup à avoir fait de la sociologie, etc., ou de l'histoire. Je pense qu'il faut une analyse la plus juste, la plus rationnelle possible, la plus scientifique possible de ce qui se passe dans la société pour trouver les leviers, pour éviter de reproduire des inégalités, des rapports d'exploitation, des rapports de domination, etc. L'extrême droite, c'est tout l'inverse. C'est que d'une part, elle veut maintenir, comme d'autres forces réactionnaires au sein des démocraties libérales, les exploitations en cours, les rapports de domination en cours, etc. Mais même pire, l'extrême droite veut les augmenter jusqu'à l'infini, j'ai envie de dire, pour pouvoir asseoir l'idée qu'il faudrait renouveler une nation perdue, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Dès le siècle précédent, et encore aujourd'hui, il y a vraiment cette idée-là. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Et donc, il leur faut un ennemi intérieur. Aujourd'hui, c'est autour de la figure du musulman ou de la musulmane qu'ils ont trouvé un espace pour se réaffirmer dans l'ensemble de la société. Ils ont trouvé des relais ailleurs, que seulement les frontières de l'extrême droite classique, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc ils ont vraiment besoin de ça. Et que sinon, on passe à côté de ça, on est foutu, quoi. Enfin, en vrai, juste, on ne comprend pas ce que fait l'extrême droite, on ne comprend pas leur projet, on ne comprend pas pourquoi il y a des libéraux de la première heure qui pouvaient se dire démocrates de façon morale jusqu'ici, tombent dans les bras de l'extrême droite en reprenant leur discours, parce qu'on ne comprend pas l'agenda raciste qui est en cours, etc. Et juste, en fait, on va se faire laver, quoi. Alors, d'une part, c'est irresponsable vis-à-vis des populations qui subissent le racisme en premier lieu, et d'autre part, c'est l'ensemble de la société qui, par le racisme, va se faire retourner dans tous les sens. Parce que lorsque des gens sont capables d'une telle brutalité, je pense notamment au génocide à Gaza, envers une population par pur racisme, etc., bah, c'est toute la société au bout d'un moment qui prend tarif. Parce que ça a été capable d'accepter une telle brutalité sur les personnes les plus précaires, en l'occurrence les populations blanches, parce que là, on est dans une situation où les suprémacistes blancs essayent de dire que si on tape sur les Arabes, les blancs populaires vont en profiter, etc. Forcément que les patrons, les grands puissants, les milliardaires, etc., ne vont pas gêner pour aussi être d'une brutalité sans nom, avec aussi des populations blanches précarisées. Donc tout le monde a y perdre, en premier lieu évidemment les personnes qui subissent ce racisme, mais tout le monde a y perdre, et ça c'est ce qu'on est venu rappeler, en réaffirmant un antiracisme clair, net, sans bavure, et sans transiger en fait, ni plus ni moins, avec les offensives en cours. Et je pense ça. Et en plus de ça, oui, juste je me permets, je prends un peu de temps, mais il y a un argument qui me rend dingue chez certains dirigeants politiques, certaines personnalités de gauche qui essayent de nous faire croire que, encore une fois, si on parle trop de racisme, trop d'internationalisme, on perd sur la question sociale. Puis ils nous sortent souvent d'autres arguments stratégiques en disant « mais attendez, ça va trop cliver, ça va trop braquer des gens que de dire que oui, il y a des électeurs RN qui sont motivés par le racisme en allant déposer un bulletin de vote RN, etc. etc. » Le but, c'est pas cliver pour cliver, c'est pas pour se faire plaisir. Encore une fois, c'est pour affronter une situation. Oui, de dire que le vote RN est un vote raciste, c'est juste une réalité. Ça ne veut pas dire que tous les électeurs RN sont des néo-nazis en puissance. On ne dit pas ça. On a bien conscience qu'il y a tout un tas d'électeurs RN qui ne sont pas conscients de tout le projet fasciste qui est en cours, etc. Mais à un moment donné, dire qu'ils sont touchés par cette logique raciste, oui, ça c'est une certitude. Sinon, juste, ils n'iraient pas voter RN. S'ils votaient vraiment sur la question sociale, ils voteraient pour d'autres partis, même peut-être plus radicaux que LFI, peu importe. Donc voilà, on voit bien un peu toute cette logique. Et surtout, d'un point de vue stratégique, c'est tous ces gens qui nous disent machin. Pour l'instant, je ne les ai pas vus augmenter leur niveau de gagne, même de gagne au niveau électoral, quoi. Tous les dirigeants politiques qui nous disent, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a qui ont perdu dès le premier tour, alors qu'ils choisissent leur circonscription, alors que c'est les dirigeants de leur parti politique, que c'est des circonscriptions historiquement à gauche, et ils se font latter dès le premier tour. Je ne viens pas, encore une fois, faire de leçons, etc. Juste, il y a un moment donné, manifestement, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Et à l'inverse, d'autres dirigeants politiques aussi qui, effectivement, reculent à élection après élection. On sent que ça se rapproche, petit à petit leur chute, sur des circonscriptions, encore une fois, historiquement à gauche. Dans une circonscription qui était plutôt historiquement à droite, même s'il y a eu des fois la gauche à l'emporter, notamment celle où j'ai été élu, en 2022, où le RN l'avait emporté, on est venu la reprendre, et bien comme il faut, 4000 voix d'avance.
Alors on a profité d'une dynamique nationale, hein, ça nous a dépassé, mais il s'est passé quand même quelque chose sur cette circonscription. Et à observer. Et je suis pas en train de dire que c'est la solution à tous les problèmes, attention, hein, je ne me prétendrai jamais, je dirai jamais ça, mais je pense que d'avoir été très ferme sur les questions antiracistes, d'avoir été très ferme en disant, en fait on ne lâche pas, bah ça joue. Et surtout les gens qui pensent séduire des électeurs RN en étant un peu mou, surtout pas aller avec 100, même là je pense que c'est une erreur. Même là, je pense que nous, d'afficher un truc devant les électeurs RN en mode nous, en fait, on n'est pas là pour vous prendre pour des imbéciles en disant que oui, on va pas trop vous parler de racisme, etc. Nous, on les prend pleine face. Nous, on est très fiers de ce qu'on fait. On est digne. Et ben, même là, je pense qu'on arrivera potentiellement plus, en tout cas, à démobiliser des votants RN si on affiche un truc de dignité et de clarté, plutôt que l'espèce d'embobinage d'un politicien pour pas trop les vexer, on sait pas trop. Faut être ferme. Voilà. À l'Assemblée, vous êtes quelques-uns à représenter des combats un peu invisibilisés, donc toi par la Jeune Garde, dans les institutions en général, Rima Hassan parce que palestinienne, avant il y avait Rachel Keke parce que femme de ménage et qu'on en voit peu à l'Assemblée. Pourquoi c'est important que des voix comme les vôtres soient présentes dans les institutions ? C'est hyper important, parce qu'en vrai, moi je fais partie de ces jeunes, mais comme plein, hein, qui étaient... Alors à la fois très révoltés contre tout un tas d'injustices, mais très méfiants, et voire même pire que méfiants, contre l'idée qu'il fallait investir ces institutions, etc., etc. Et vraiment cette idée-là derrière aussi, parce qu'on n'avait pas d'exemple qui nous montrait qu'il y avait d'une part des personnes qui nous représentaient entre guillemets à peu près, ou alors lorsqu'il y avait des personnes qui venaient de milieux, notamment populaires, etc., lorsqu'ils arrivaient dans ces institutions, c'était que parce qu'ils s'étaient, entre guillemets, travestis, je sais pas comment dire, rangés derrière effectivement le pouvoir, etc. Et donc on n'avait que des mauvais exemples, entre guillemets, ou presque que ça. Et là, effectivement, on a vu un changement, notamment avec la France Insoumise. Moi, si de base, je ne suis pas un militant de la France Insoumise, c'est aussi ce qui nous a convaincus avec la Jeune Garde à travailler ensemble, à commencer à regarder certaines choses jusqu'à la députation. C'est parce que, notamment, tu as cité Rachel Keke, c'est un très bon exemple. On peut citer aussi Sébastien Delogu. Hein. Il était chauffeur de taxi. Tout un tas de personnages comme ça qui ramenaient plus récemment Rima Hassan. Bon, j'étais déjà par ailleurs un peu plus lié à tout ça, même si je n'étais pas encore député, mais ça recombat à chaque fois de se dire ah oui, c'est ça la solution. Et j'ai toujours été très convaincu par ce que racontait un peu le NPA dans ses différentes campagnes, notamment à travers le simple fait de présenter des candidats, ce qu'avait fait le PC aussi durant des années à l'époque, mais de dire qu'en fait c'est par nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire des ouvriers, en l'occurrence Philippe Poutou, de façon précédente Olivier Besancenot, qui est un personnage moi personnellement qui m'a énormément inspiré et qui m'a redonné aussi confiance un peu en politique. Voilà, de voir un postier, à l'époque il était plus jeune, mais de voir un postier jeune qui venait dégommer des politiques qui étaient là depuis 20, 30 ans, 40 ans, qui étaient beaucoup plus cultivés qu'eux, beaucoup plus formés politiquement et qui ne lâchaient pas en fait. Et ça c'était exceptionnel, l'image que ça renvoyait, tout ce que ça comportait symboliquement, etc. Puis évidemment politiquement, c'était fort. Et ça m'a énormément convaincu. Ouais. Et je pense que du coup, on est plusieurs comme ça à renvoyer un peu cette idée-là que c'est par nous-mêmes, quoi. Et que moi, j'ai toujours répété durant toutes les élections, et même là encore aujourd'hui, je le répète, ne faites jamais totalement confiance à vos élus. C'est toujours très important parce que ici, tout est fait pour nous endormir, j'ai envie de dire, mais plus que pour nous endormir, pour nous convaincre que finalement, elle n'est pas si mal, cette société. Bah oui, parce qu'on fait partie du haut du panier, là, tout à coup. Alors, les milliardaires, ça pète les scores, mais on est très bien nourri, très bien logé, avec des salaires... bon, vous doutez que moi, il est très bien redistribué aussi à la lutte, mais il y a aussi tout ça, forcément, qui peut très vite faire tourner la tête à certains, etc. Et du coup, c'est très important, d'une part, de faire partie d'un collectif, et ouais, de ne jamais totalement faire confiance en ses élus. Mais forcément, on se doute qu'a priori, des gens qui étaient au SMIC il y a quelques mois, qui ont été capables de donner une intensité dans leur militantisme, ça a été notre cas avec la Jeune Garde, on s'est mis en danger des fois. Enfin, c'est pas pour romancer un peu ce qu'on a fait, mais c'est réel. Il y a plein de fois, on était dans des situations où peut-être je serais pas là à vous parler dans cet état, ou peut-être je serais pas là du tout. Oui, c'est ce que nous a prouvé aussi Rima Hassan là, récemment avec la flottille, etc. Et ça s'invente pas. Tu le deviens pas en devenant député, j'y crois pas trop. C'est aussi toute une expérience, toute une vie, d'expérience sociale, politique, peu importe, qui fait que tu es un produit, entre guillemets. Et tu arrives là, dans cette institution, et a priori, normalement, tu es censé un peu moins céder à ce genre de tentative que j'expliquais un peu plus haut, si tu as cet héritage politique-là. Voilà. C'est un peu ce que je me dis
à 1 an de mandat. Vraiment intéressant. Et dernière question. Non. Ah non. Ah ouais, bonne question. Le fait d'être un mec blanc dans cette lutte, tu vis comment? Comment tu gères ta place dans les luttes où t'es pas en première ligne, mais où tu prends aussi des coups? Qu'est-ce que tu as appris sur l'allié utile? Je sais pas trop. En fait, je me suis jamais trop posé la question, même si dès le départ j'avais un peu ce truc-là, comme sur les questions féministes. Alors je me prononce un peu moins, même si de temps en temps j'en parle. C'est une question qui a traversé tout notre militantisme à la fois avec la Jeune Garde, parce que c'est quelque chose aussi en interne à nos organisations antifascistes. Encore une fois, il n'y a pas que la Jeune Garde, mais on a été traversé aussi par cette révolution féministe qu'il y a eu avec plusieurs années. On est toute une nouvelle génération à ramener plein de choses, à reposer plein de choses. Et bref, et comme là, tu es un homme, tu apprends aussi à beaucoup plus laisser de place, entre guillemets, aux personnes directement concernées. Alors, on est bien lucide sur le fait que personne concernée ne veut pas dire forcément allié objectif des luttes en cours. Je pense à, par exemple, un personnage comme Rachida Dati. Elle a pu subir du racisme dans sa vie, je n'en doute pas, même encore aujourd'hui. Elle peut peut-être dans sa vie, d'un point de vue personnel, des fois même être assez, je sais pas comment dire, mais combative. Mais pour les luttes antiracistes de façon générale, c'est certainement pas une alliée, et notamment d'avoir servi des gouvernements comme Sarkozy, etc. Bref, ça pour dire qu'encore une fois, voilà, le premier concerné, il ne faut pas s'arrêter à ça, mais forcément que ça a plus de poids. Une personne, je ne sais rien moi, par exemple, qui subit l'islamophobie, en l'occurrence les jeunes femmes voilées principalement, c'est celles qui prennent en premier lieu tous les coups. La plupart des coups, pardon, même si c'est pas que elles. Oui, forcément, ça a un autre sens politique. Si c'est elles qui portent ces voix-là, notamment de lutte contre l'islamophobie, parce qu'en premier lieu, elles sont visées, elles ont forcément un autre rapport à la lutte. Je peux en parler autant que je veux parce que j'en suis convaincu. Forcément aussi, on a une forme d'empathie en tant qu'acteur politique, militant, etc., qui fait qu'on arrive à percevoir certaines choses, mais on ne les a jamais vécues dans la chair totalement. Et ça aura toujours une autre consistance, j'ai envie de dire, politique. Voilà. Après, par contre, je pense que ça a une sérieuse utilité, en vrai, même ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, aussi d'avoir des personnes blanches qui vont main dans la main avec les personnes qui subissent directement ces racistes, parce que ça vient aussi casser tout un truc, je sais pas moi, un des arguments favoris des racistes, c'est justement de dire que c'est un truc très communautaire, etc. Qu'en gros, et puis quand même, le fond de la lutte antiraciste, c'est dire qu'il n'y a pas de... Enfin, ces barrières-là qui existent, on vit dans une société où elle est remplie de barrières sociales, etc. Elles ne sont pas ad vitam aeternam. Quand même, notre objectif, c'est si possible expliquer que, en fait, c'est des espèces de débilité qu'on a fait avec le racisme. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'être arabe? On voit bien que les frontières sont floues. Qu'est-ce que c'est qu'être noir? À partir de quel degré de couleur? Enfin, on voit bien les logiques débiles dans lesquelles on peut nous enfermer le racisme. Et l'idée, quand même, à la fin, c'est de sortir de tout ça. Et donc, ça vient casser tout un tas de fantasmes chez les racistes. Parce que l'idée de dire, ils jouent beaucoup là-dessus, de dire que les blancs ne pourraient pas vivre avec à côté d'eux des personnes, ne peuvent pas vivre dans une classe où il y a trop d'arabes, ou ne peuvent pas faire de foot parce qu'il y a trop d'arabes, etc. Nous, ne serait-ce que par notre parcours, on vient démontrer tout l'inverse. Si, je suis blanc, tout s'est bien passé a priori. J'étais dans le public, j'étais dans des clubs de foot toute ma jeunesse, etc. Et c'est toute cette expérience aussi qu'on vient rappeler, quoi. Et que nous, il n'y a pas une frontière comme ils aimeraient nous l'affirmer, etc. Donc de ce point de vue-là, ça sert. Et puis aussi, peut-être que les cons, on les prend différemment. Enfin, en vrai, moi je me fais insulter d'islamo-gauchiste, etc. Mais ce sera toujours moins violent que je ne sais pas combien de personnes dans la rue qui me regardent de travers parce que je porte le voile ou parce que je suis une certaine couleur de peau. En fait, nous, en tant que blancs, on a attaqué pour les prises de position qu'on fait. Si demain, j'arrête d'avoir ces prises de position, je sais que je retrouve un certain confort de vie, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on vivra toujours pas la chose de la même façon qu'une personne qui, par ailleurs, en plus, peut avoir des positions des fois un peu droitières, etc. Mais c'est comme ça. Elle se fait défoncer parce qu'elle est socialement. En tout cas, parce qu'elle renvoie dans un système de domination raciale. Bref, on va pas refaire tout le truc. Et de ce point de vue-là, je pense que d'avoir des blancs aussi qui sont liés à ces luttes-là, sans prendre encore une fois la place des concernés, ça permet peut-être aussi d'un peu faire tampon à certains moments. Même si ça ne protège pas de tout, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut plutôt se poser la question de qui est sincèrement du côté des luttes antiracistes, qui ne va pas lâcher, etc. Ça, c'est le plus intéressant au final, quoi. Plutôt pareil, à l'inverse, ce serait débile d'aller chercher des blancs juste pour faire tampon. S'ils ne sont pas sérieux sur la question antiraciste, on s'en fout, on n'en a pas besoin, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais voilà, donc plutôt
faut des gens sincèrement engagés contre le racisme. Faut respecter la parole des premiers et premières concernés, parce que ça a beaucoup de sens politique. Encore une fois, c'est pas pour se faire plaisir par moralité, etc. C'est parce que ça a beaucoup de sens politique. Et de l'autre côté, aller chercher dans tous les secteurs divers et variés. On sait que généralement, c'est plutôt dans la jeunesse, mais pas que. S'il y a des vieux, on en a dans nos luttes. Des fois, on a des personnes, et ils le disent eux-mêmes, hein, ils ont grandi dans un certain contexte politique, etc., notamment sur les questions féministes, et puis tout à coup, qui se sont mis à accompagner ces petites révolutions en cours. Donc ici aussi, sur la question antiraciste, ça doit se faire, tant mieux. Voilà. Et je me permets une petite relance. T'as pas l'insulte du traître, vu que t'es blanc et tout, parce que Louis, il se prend grave cette insulte de C'est traître. vrai ? Ah ouais, grave. Genre par les flashs là. Les yeux bleus qui est du mauvais côté, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je fais à défendre Toi aussi qui es blanc, yeux bleus, bon, je me dis peut-être que tu vois, ça leur fait aussi le seum et que. Ouais. Ouais, si, bon après je regarde pas tous les commentaires de Faf, mais un truc de fou quand même, quand je regarde un peu les commentaires de Faf, etc., c'est toujours lié à la question de la sexualité aussi. Ça peut paraître très bizarre, mais à chaque fois, j'ai des images de, je sais pas, moi au milieu par exemple, de 30 noirs qui viendraient potentiellement me faire des choses sexuelles, etc. Et là tu te dis, c'est des barjots en fait, tu vois. Enfin, genre vraiment, il y a vraiment, enfin, c'est nul de dire c'est des barjots parce que c'est très conscient politiquement, mais ils font partie d'un truc, mais il y a vraiment un truc comme quoi tout est lié, quoi. La question raciste, c'est généralement des gens qui ont un vrai problème avec aussi la question à travers la domination sexuelle. On voit bien qu'il y a un truc qui vient de se mêler comme si juste vouloir une certaine égalité pour tous et tous, ça voudrait dire être soumis et aussi sexuellement. Enfin, il y a tout un fantasme, vraiment, c'est ouf. En vrai, à observer, je ne veux pas du tout faire d'observation psychologique, etc., mais vraiment politiquement, c'est juste ouf, quoi. C'est juste ouf, et on voit bien que ces gens sont matrixés. Et il y a vraiment cette idée que du coup, le blanc, à partir du moment où justement il rentre dans des logiques d'être allié de certaines luttes antiracistes, de partager certains trucs, forcément, c'est quelqu'un qui est dominé par d'autres populations, en l'occurrence non blanches. C'est assez fou comme truc. Mais c'est pareil sur la question féministe. Hein. En réalité, lorsqu'il y a des hommes qui prennent position, je sais pas moi, par exemple contre Gérard Depardieu, que sais-je, etc., il y a aussi ce truc-là. De dire, ils sont pas virils, ils sont pas machin. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit loulou? T'as des choses à prouver, t'as envie de. Tu vois, genre, je sais pas ce qui leur arrive. Mais après, moi, je pense qu'il y a aussi vraiment une histoire de trajectoire de vie, quoi. Tu vois, quand t'as grandi, encore une fois, hein, moi, je n'invente rien. Hein, quand peut-être t'es en public, on a grandi ensemble, on a fait du foot ensemble, etc. Enfin, je veux dire, ça se passe, quoi, tu vois, juste. Et en fait, juste pour nous, le racisme, c'est quelque chose de bête, quoi. Enfin, on vient ramener un peu ce genre de truc, parce que moi, pour le coup, là, forcément, je me déplace beaucoup dans la partie sud-est de la France, parce que, d'une part, c'est proche d'Avignon, et surtout, d'autre part, parce qu'il y a le RN de partout, il y a un niveau de racisme exceptionnel, etc. Il y a aussi beaucoup de descendants de l'OS, il y a vraiment un rapport très colonial, évidemment à travers le projet d'extrême droite, mais particulièrement dans cette région-là, dans ces régions-là, dans le Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, etc. Un rapport très colonial. Et je me suis rendu compte qu'on parlait des premiers concernés, etc. Tout à l'heure, il y en a énormément qui ont accepté ce racisme et ce rapport colonial, quoi. C'est terrible, mais t'évolues là-dedans, donc t'essayes qu'il t'arrive pas trop de problèmes dans ta vie, donc finalement, ils ont fini par accepter ça. Et je me souviens qu'on avait rencontré un collectif antiraciste dans le Var, collectif antiraciste 06, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais on a rencontré un collectif antiraciste, super intéressant. Ils avaient fait un reportage sur le racisme qui s'exerçait dans le Var, etc., notamment dans la ville de Grasse. Et la plupart des premières réponses, c'est « Non, moi, j'ai jamais subi de racisme ». Et en fait, lorsqu'ils creusent un peu, etc. « Ah si, hier, c'est vrai que je me suis fait insulter de sale par un mec qui est passé en scooter, mais bon, je sais pas si on peut considérer ça comme du racisme. » Et là, tu te dis « Ah ouais, putain, on part de loin, là, les frérots, là. » Enfin, banalisé, en fait. nous, il arrive un truc comme ça, son scooter, j'espère qu'il va vite. Et tu vois, mais en fait, et du coup, nous, on vient ramener tout ça, une nouvelle génération aussi, on peut le dire, hein. Et on vient ramener tout ça avec ce truc, mais vous êtes des baisers. Genre, jamais de la vie, on va laisser passer des trucs comme ça, racistes, à outrance et tout. Et on ramène ce truc mais en fait, jamais de la vie, on laisse passer un truc comme ça. Parce que juste pour nous, c'est impossible. C'est pas possible. Tu fais ça, t'es exclu du jeu. C'est genre, il n'y a pas de... C'est pas possible. Et du coup, je pense qu'on ramène ce truc-là de fermeté, et ça rassure aussi tout un tas de personnes. Encore une fois, au-delà de la question de blanc, pas blanc, etc., on vient ramener ce truc de c'est mort, en fait, il n'y a pas de ça. Et du coup, je pense que ça rassure quand même les gens, c'est ce qui s'est passé durant l'élection. Je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui se sont dit vaut mieux envoyer quand même des gens comme ça qui, a priori, vont juste pas céder, quoi.
Bonne réponse. Tu veux voir la dernière? Non, vas-y. Ok. Et maintenant, c'est quoi la suite pour toi? T'as un cap pour ce mandat, une bataille que tu veux absolument mener à l'Assemblée? Bah, la ligne, j'ai envie de dire, qu'on a envie de ramener ici avec la Jeune Garde, c'est la question de l'antifascisme. D'ailleurs, Bruno Retailleau, pas de chance, hein, même si la dissolution devait être effective après le Conseil d'État, ce qu'on n'espère pas, ça y est, on est là, quoi. Et on va continuer à être là, on va continuer à les embêter comme il se doit, parce qu'on veut tout faire pour empêcher leur projet absolument ignoble. Donc ça, c'est la ligne antifasciste, j'ai envie de dire, de façon générale. Après, en tant que député, évidemment, je peux pas m'arrêter seulement à l'antifascisme, mais surtout que j'ai pas envie de faire que ça. Parce que souvent, on me dit... Enfin, moi, il n'y aurait pas eu besoin de faire de l'antifascisme, j'aurais fait plein de trucs. Hein. Que ce soit dans le syndicalisme, je parlais des questions aussi féministes, parce qu'il y a du boulot chez les hommes. Parce qu'en tant qu'allié, je pense qu'on a plein de choses à faire. Il y a plein de luttes à mener. Je sais, je le vis tous les jours avec des bandes de potes, etc. On a du boulot, bref. Il y a tout un tas de luttes sur lesquelles on aimerait mettre d'autant plus d'investissement. Et là, en tant que député, il y a des trucs sur lesquels on est en train de travailler. Notamment la question des... ça peut paraître très symbolique, mais ça a beaucoup de sens. La question des parkings devant les hôpitaux, qui aujourd'hui sont quasiment tous payants. Pas tous, mais quasiment. Juste, nous, quand on était jeunes, ça n'existait pas, ça. Enfin, je sais, quand on allait avec ma mère à l'hôpital, je sais pas, pour aller voir de la FMU, je sais pas quoi, il n'y avait pas de ça. T'arrives à l'hôpital, tu pouvais te garer à l'hôpital, quoi. C'était nous qui avons fait les parkings avec nos impôts, etc. Et puis, un peu comme le coût des péages, il y a des entreprises privées qui sont arrivées et pouf, ils ont posé une barrière, ils ont dit maintenant c'est chez nous. Donc, du racket organisé, quoi, à grande échelle. Alors, l'excuse, c'était dire que les hôpitaux allaient trouver des bénéfices à ça. C'est risible par rapport aux bénéfices que se font ces entreprises privées. Et surtout, c'était l'image de l'hôpital public, quoi. Enfin, en fait, là, tu arrives, la première chose que tu fais, tu vas avoir accès aux soins, on va aller voir des personnes qui sont dans le besoin, etc., etc. La première chose que tu fais, tu raques pour des entreprises privées. Ça, c'est le premier truc qui est renvoyé à l'hôpital public. En plus, les hôpitaux publics, généralement, la barrière elle est 1000 fois mieux dans un bon état que ce qui est à l'intérieur des couloirs et des bâtiments de l'hôpital. C'est ce qui leur amène de l'argent. On aimerait bien qu'ils aient de l'argent autrement que par un parking. Bah, tout à fait. Plutôt que nous, on mette 2 € dans le parking, que les riches qui payent toujours moins d'impôts, eux, raquent aussi, et que du coup, on a des hôpitaux dignes. Enfin, de toute façon, en gros, il n'y a rien qui va dans ce type de choses. Donc, nous, on essaie de travailler là-dessus, là, pour rendre les parkings gratuits, tout simplement, quoi. Bon, c'est des choses qui peuvent paraître minimes, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a à faire, mais qui ont du sens, je pense, on retrouve aussi un peu de dignité, quoi, cette espèce de truc où t'es sans cesse, tu baisses la tête, tu te fais ramasser, tu comprends même plus pourquoi, plus rien n'a de sens. En vrai, payer un parking, je sais pas combien, parce que tu vas avoir 2 heures ta grand-mère qui est en PLS dans son lit d'hôpital, ça n'a pas de sens. Enfin, genre, c'est une société ça a même plus de sens. Tu vois, oui, il y a plein de jeunes qui ont été pris par la logique des fois capitaliste, etc., parce qu'on leur a fait miroiter qu'individuellement ils pouvaient réussir, etc. Même ça, j'arrive pas à trouver une personne qui trouve du sens derrière ça. Il n'y en a pas. Donc je pense que là-dessus, il y a à travailler et à les coincer. Et puis derrière, c'est reprendre aussi des petites victoires comme ça, des avancées, quoi. Juste notre société, quoi. Enfin bon, voilà. Donc on travaille un peu là-dessus. On travaille aussi, on aimerait bien faire aussi une commission d'enquête. On est en train de travailler un peu les angles sur ces questions du racisme, des violences de l'extrême droite, forcément. Voilà un peu les échéances à venir. Et puis après, quand il y a des textes qui arrivent un peu de dinguerie, on essaye de s'y mêler. Là, j'ai pu être co-chef de file avec Marie Memmer. Il y a aussi Louis Boyard. Incroyable d'ailleurs, très très fort Louis Boyard. Vraiment, je me suis rendu compte en étant à l'Assemblée, parce qu'on voit les vidéos, etc., mais il est très chaud. Il taffe, il est très bon. Mais bon. Sur la question de l'antisémitisme dans les facultés, là, c'était un texte complètement fou. Du coup, on est venu un peu redégommer tout ça parce qu'on va pas se laisser avoir par des racistes de la première heure qui viennent nous faire des leçons d'antiracisme. C'est jamais bien bon. Des gens comme Aurore Berger qui étaient dans des syndicats antisémites comme l'UNI. Ouais, parce qu'en fait, on a découvert ça durant cette loi. C'est en fait Aurore Berger était à l'UNI. Dans un syndicat, comme on l'a vu, il y a des mecs qui font des saluts nazis, ils font des jeux de cartes antisémites, etc. Et c'est elle qui est la plus agressive peut-être du gouvernement sur cette question de l'antisémitisme. Et en fait, quand tu viens renifler ce genre de passé, tu te dis « Ah, d'accord, c'était donc ça ». Mais comme, je sais pas moi, des sexistes de la première heure qui viennent nous parler lutte pour le droit des femmes lorsqu'il s'agit en fait juste de mettre du racisme en avant, d'expliquer que c'est les Noirs et les Arabes le problème des femmes et qu'il n'y a plus de patriarcat en France. Bon, on se doute que ça pue un peu la carotte, c'est pareil sur la question de l'antisémitisme. Donc voilà, donc sur ce genre de loi, on essaye d'avoir un œil particulièrement attentif et de se battre, évidemment en tant que antiraciste pour le coup de la première heure et antifasciste de la première heure. Voilà. Okay. Et question bonus? T'as rien posé? Non.
Toi, t'en avais une. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou une question qu'on t'a pas posée Est-ce que tu as un truc à dire genre carte blanche un peu Comme ça, je sais pas, mais je vais quand même finir sur une note positive. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression que... Et même nous, à l'Assemblée, on le voit, hein, on a l'impression de crouler sous les dingueries. Ça va encore une fois à 4000 à l'heure. Bruno Retailleau, Bayrou, Le Pen. Bref, ça part dans tous les sens avec une armée médiatique qui sont à leurs ordres. Sur les réseaux sociaux aussi qui commencent à être de plus en plus rachetés par ces gens-là. Elon Musk, c'est assez concret. Et même lorsqu'il y a encore une certaine liberté sur ces réseaux, parce qu'il y a un rapport de force dans la société qui fait qu'ils ne peuvent pas tout se permettre, et ben même là, les milliardaires vont racheter des comptes. Je pense à Serfia là, qui s'est fait racheter récemment. Enfin, vraiment, en fait, rien ne les arrête, eux. Ils font tout pour tout racheter l'information, en fait, nous voler l'information ni plus ni moins. C'est vrai qu'on a l'impression que des fois, on est mort, quoi, presque. On est un peu sous un état de sidération, mais bien se rappeler que il y a vraiment une déconnexion entre ce qui se passe dans le champ politique et médiatique, la dérive qu'il y a actuellement, et dans le reste de la société, et surtout dans la jeunesse. Moi, c'est ce qui me rassure le plus, c'est quand même ouf de se dire qu'encore aujourd'hui dans la jeunesse, contrairement au siècle précédent, parce qu'on parle beaucoup, on fait beaucoup de parallèles entre, ça pourrait être une interview à part entière, mais on fait beaucoup de parallèles avec le siècle précédent, sur la montée du fascisme, etc., avec aujourd'hui. Là, il y a énormément de parallèles, malheureusement, c'est vertigineux hein, quand on voit tout ce qui est en train de se passer, etc., y compris dans les assemblées respectives à l'époque et celles d'aujourd'hui, etc. Mais il y a un truc qui est vraiment différent, c'est que les nazis et les fascistes en général avaient réussi à devenir majoritaires dans la jeunesse. Nous, c'est l'inverse qui se passe. Alors l'extrême droite progresse dans la jeunesse, notamment chez la jeunesse de droite, on va dire ça comme ça c'est vrai. Mais la jeunesse reste très majoritairement à gauche, voire même très à gauche, y compris sur les questions féministes, antiracistes, sociales, écologiques. Et ça, c'est ultra réjouissant. C'est de se dire que malgré tous les moyens qu'ils ont, et ils en ont, hein, ils ont des milliards et des milliards, et ben même là-dessus, on a une jeunesse qui, des fois, et quand on est militant, je sais mieux que personne, on a envie que les gens se bougent, on se dit « Ah, si tous les jeunes que je connais, ils se mettaient, machin, ce serait incroyable, en gros, ce serait la révolution presque, quoi. » On a une forme de frustration, mais à la fois, on a des jeunes, en tout cas, qui ne sont pas prêts à baisser la tête et à totalement avaler toutes les couleuvres qu'on leur fait passer jour après jour. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Ça veut dire que le moment... Alors, d'une part, si jamais on devait prendre le pouvoir, il y a peut-être potentiellement tout un tas de jeunes qui vont se mettre en action, si on avait le pouvoir en main, pour accompagner toutes les réformes qu'il y aurait à mettre en place, etc. Parce que si on a des jeunes qui n'y croient plus, moi le premier. Hein. Enfin, lorsque j'ai commencé à me mobiliser en 2010 sur les retraites, déjà à l'époque c'était sous Sarkozy, je me disais, de toute façon on n'aura pas de retraite plus tard. Mais là, je connais plein de jeunes lycéens, une dernière réforme de retraite, ils y sont allés dans la rue, hein, pour se battre pour nos anciens, qu'on voit revenir du boulot fatigués, etc. Pour aussi potentiellement leur avenir, pour une histoire de dignité. Mais en réalité, ils n'y croyaient pas. Ils disaient, nous, quand on sera plus vieux, on n'aura pas de retraite. Parce que la chute est telle, mais on y va quand même. Et ça, pour le coup, on peut se dire qu'on est là pour accompagner. Et si jamais l'extrême droite venait à prendre le pouvoir, ça veut dire qu'on a toute une jeunesse qui pourrait se mettre en action pour résister. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est réjouissant. Il faut vraiment qu'on s'appuie là-dessus. On dit souvent la jeunesse c'est l'avenir, mais là, pour le coup, ça l'est vraiment, je pense. Et donc voilà. Et tu penses que les réseaux, ils ont joué un rôle là-dedans dans oui. Voilà, c'est certain. Le gauchisme de la jeunesse? C'est certain. Avec toutes les dérives que ça peut avoir aussi. Hein. Les réseaux, on sait bien que... il peut y avoir aussi un nombre de conneries incalculables. Et l'extrême droite, d'ailleurs, on a vraiment profité aussi pour semer le flou, etc. Mais c'est sûr que ça a aussi profité dans un sens parce que ça nous a émancipés du maintien des milliardaires sur l'information. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, ils s'en sont rendus compte et ils comptent aussi nous voler ces espaces-là. C'est pour ça qu'il faudra toujours être vigilant et je suis persuadé qu'on trouvera d'autres façons de faire. Si jamais on se faisait voler, par exemple, tous nos réseaux sociaux, et que si jamais la liberté venait être trop étouffée, eh ben on trouvera d'autres façons de faire. Mais ça ira. Merci Raphaël. Merci infiniment. Ouais, c'était archi. Un immense merci à Raphaël et à ses collabs de nous avoir reçus chaleureusement au sein de l'Assemblée. En espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On a d'autres interviews qui arrivent, qui sont déjà prêtes. Et merci à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous mes vies.